Honorable Nzekouye, bienvenue. Ça fait longtemps de vous avoir sur ce plateau de Télé 50. Oui, je passe quand même assez régulièrement, souvent en votre absence, mais bon, c'est toujours un plaisir d'être chez Télé 50. Ça d'accord. Des jeunes qui vous ont précédé sur ce plateau, de la société civile et acteurs politiques. Bien sûr, j'ai commencé avec ces questions. Je vais tout droit avec vous de l'opportunité de la tenue de ces discussions directes qui reprennent encore une fois au centre interdiocésain ici à Kinshasa. Sont-elles encore, la tenue est-elle encore importante? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord féliciter les peuples congolais et les acteurs politiques congolais de tous bords par rapport à leur comportement vis-à-vis de la date du 19 décembre, qui était annoncée comme étant l'hécatombe, la mort de la République. Et je crois que l'amour de la patrie a surpassé tout le monde, au point qu'aucun leader politique sérieux dans ces pays n'a appelé à des marches ni à des violences. Ça veut dire que nous avons tous compris que la Maison Congo vaut beaucoup mieux que tous nos intérêts. De deux, je dois présenter les condoléances aux familles éprouvées parce qu'il n'a pas manqué ça et là des personnes innocentes qui sont mortes. J'ai appris 2 par balle perdue, mais aussi des jeunes gens à l'affût d'un gain facile qui ont pillé les biens des privés et qui ont trouvé la mort. J'ai dit toujours, toute mort des Congolais et d'un humain, c'est une mort de trop. Et donc, nous présentons des condoléances. Alors, revenons à votre question, est-ce que ça valait la peine que ces discussions continuent? J'ai dit oui. Parce que les dialogues ne s'arrêtent jamais dans une famille. Peu importe les circonstances, il faut continuer à dialoguer pour raffermir les liens qui existent dans une famille. Et dans notre pays, nous savons que c'est une tradition séculaire, que toutes les divergences majeures, quand bien même par moment il y a eu des guerres, sont soldées par un dialogue. Et donc aujourd'hui, après l'accord qui a eu lieu le 18 octobre à la sede de l'OUA, les discussions de la CENCO qui ont été amorcées et suspendues parce que les pères de l'Église ont été appelés par les souverains pontifs, ils sont revenus. Il fallait bien que l'on continue ces discussions pour une totale inclusivité. Le chef de l'État, quand il a convoqué ce dialogue, il a voulu que ce soit un dialogue inclusif qui ne laisse personne en dehors des discussions, de manière à ce que tous Congolais, nous puissions nous mettre d'accord sur la manière d'organiser les élections qui soient les plus calmes, paisibles, etc. par tout le monde dans les mois et jours à venir. Et que diriez-vous, honorable Nzekouye, François Nzekouye, à ceux-là qui pensent que c'est un bras de fer lancé et engagé par les pouvoirs en place? Parce que les gens peut-être pensaient que ce gouvernement pourrait sortir à l'issue de ces discussions directes. Et ce n'est pas un bras de fer que vous engagez contre les rassemblements qui détiendraient, semble-t-il, ces monopoles sur la population? Non, je ne crois pas que ce soit un bras de fer parce que quand vous lisez l'ordonnance du chef de l'État convoquant les dialogues au départ, je crois que la matière principale, c'était la manière d'organiser les élections dans l'avenir de notre pays. Et ce n'était pas une question de partage des pouvoirs. Et donc, s'il s'avère que pour pouvoir organiser ces élections de manière consensuelle et qui puisse permettre à ce que tout le monde y participe et que la paix soit sauvegardée, qu'il faille intégrer des personnes qui ne sont pas dans ce gouvernement, je crois que le chef de l'État aura cette souplesse éventuellement de remanier son gouvernement pour permettre à ce que cela aussi participe à la gestion de l'État. Mais je ne crois pas que ce soit une nécessité impérieuse. Il faut que l'on apprenne à comprendre quand même que servir la nation, ce n'est pas simplement au gouvernement. On peut le servir de partout où on est. Les évêques ont fait du bon travail dans ces discussions, mais ils ne sont pas au gouvernement, ils n'y seront même pas, ils ne rêvent même pas d'entrer au gouvernement. Donc il faut que nous puissions avoir cette vision, savoir que chacun peut servir la nation là où il est, sans nécessairement faire de la question gouvernementale un enjeu majeur, sans quoi on va brûler la Maison Congo. Aujourd'hui, à suivre la déclaration du porte-parole du côté des évêques, quand la médiation appelle aux deux parties, à trouver vite un consensus avant Noël, sinon elle laverait les mains comme le ferait si tout c'est lui. Voilà. Alors, une pression ou non, je crois quand même que ces dialogues étaient prévus pour 3 jours. Vous le savez bien.
Et donc aujourd'hui, nous en sommes, je crois, à près de 2 semaines. Et je crois quand même que les questions qui divisent ne sont pas si fondamentales. Il y a moyen qu'on trouve un accord sur la question des décrispations. Il y a déjà même des magistrats qui travaillent pour voir qui sont libérables parmi les opposants qui seraient en prison, les cas des exilés, lesquels peuvent être acceptés pour qu'ils reviennent au pays sans poursuite. C'est des questions qui sont en train d'être examinées. La question sur le calendrier électoral... Avant le calendrier électoral, vous allez faire la suite logique. Décrispation de la situation politique. Pour ne pas citer ces noms-là. Moïse Katumbi, pourquoi pas lui? Mais pourquoi pas? Moi, je ne dis pas qu'il faut faire un tabou sur le cas Moïse. Mais le fait est qu'il a été condamné et il devrait purger sa peine. Est-ce que son cas est-il si particulier qu'il faut y accorder une attention, dirais-je, toute particulière en laissant d'autres situations? Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison aujourd'hui. Il revient à ceux qui discutent d'examiner la situation. Je ne crois pas que Moïse fasse si peur aux gens. C'est un citoyen congolais avec qui nous avons vécu. Ça donne cette impression du côté de la majorité. Non, je ne crois pas. En fait, le problème, c'est de dire, est-ce qu'il était coupable des actes pour lesquels il a été condamné ou pas? S'il est coupable des actes pour lesquels il a été condamné, il devait purger sa peine. Il n'y a pas de droit particulier qu'on doit avoir parce qu'on s'est autoproclamé candidat, encore que la CENI n'a jamais convoqué les élections, il n'a jamais fait appel à la candidature. Et donc, c'est un citoyen comme n'importe lequel. Il n'a pas un statut de candidat président de la République parce que ce statut-là n'est accordé qu'au moment où on a déposé la candidature à la CENI. Donc, c'est un citoyen comme vous et moi. Et si les rassemblements faisaient de ces cas-là vraiment une exigence pour qu'il y ait un consensus pour ce deuxième dialogue, si on peut l'appeler comme ça. Et avec ces révélations de la juge Ramazani, vous l'aviez suivi dans les médias internationaux, que ça serait un dossier monté de toutes pièces, qu'elle serait intimidée, des juges seraient intimidés. Et ce n'est pas un frein que la majorité peut décrisper facilement. D'abord, parlant de la juge Ramazani, vous savez très bien qu'elle s'est contredite à plusieurs reprises. À chaque sortie, elle donnait une version différente des faits et on a l'impression qu'elle est coachée par ceux qui l'ont exfiltrée de ces pays. Et donc, ce n'est vraiment pas un cas à considérer. C'est une personne à la recherche d'un asile politique ou d'un Eldorado à l'Europe qui n'a pas peut-être pu avoir dans ces pays. C'est son droit. Mais simplement, nous estimons que il ne faut pas non plus singulariser les cas Moïse. Il ne faut pas donner l'impression que vraiment, si Moïse ne revient pas au pays, le peuple d'Israël ne traversera pas l'Égypte pour aller à la terre promise. Ce n'est pas de ce Moïse-là que nous parlons. Donc c'est un citoyen congolais qui a exercé des fonctions à un niveau quelconque, qui a commis des erreurs. Il faut d'abord que lui aussi apprenne à reconnaître ses torts. Parce qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que moi, politicien, je peux usurper les biens d'autrui et dire que, bon, parce que je suis, moi, député national François Nzekouye, j'ai confisqué la maison de Télé 50 et, bon, je vais en prison, on me libère sans même que je n'ai fait de compensation. Il faut quand même que la justice soit faite. Nous sommes dans un état de droit et par conséquent, il faut quand même qu'on se rappelle que le fil conducteur de notre démocratie, c'est le respect de l'état de droit. Et si on ne respecte pas les droits à tout moment, alors à ce moment-là, ouvrons toutes les prisons. Parce que Moïse est autant délinquant que les autres délinquants qui sont en prison aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on doit faire une politique de 2 poids 2 mesures pour dire, voilà, vous Moïse, parce que vous êtes un prisonnier de luxe ou un fugitif de luxe, on doit vous laisser. Et les autres petits fugitifs et les autres prisonniers qui ont commis les mêmes crimes que vous doivent continuer à croupir dans nos geôles. C'est une question de morale que nous devons nous interroger. Mais je crois que j'ai fait confiance à l'équipe de la majorité parce que vous savez très bien qu'on a réduit le format à la 5 aujourd'hui. Il y a 5 personnes de ceux qui ont signé l'accord du 18 octobre et 5 non-signataires pour, à mon avis, limiter les discussions et aller à l'essentiel pour trouver un accord. Et je crois que, peu importe ce qui va arriver à l'issue de ces discussions, l'intérêt majeur de la RDC doit prévaloir. Il ne faudrait pas qu'on calcule sur les individus, il faut qu'on fasse des calculs pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour notre pays. Si le mieux pour notre pays est de faire en sorte qu'on oublie les péchés de Moïse et des autres, pourquoi pas? Tant mieux.
je ne vois pas d'inconvénient en cela. Encore que je n'ai pas une animosité particulière vis-à-vis de Moïse. Je dis toujours aux gens, c'est un ami qui est parti du côté de l'opposition. Quand il était avec nous, nous étions très amis, on mangeait ensemble, on vivait ensemble, on l'acceptait comme un ami. Et donc, les seuls péchés qu'on lui reproche, ce n'est pas le fait d'être opposant. Les péchés qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est d'avoir usurpé les biens d'autrui, qu'ils soient de la majorité ou pas. Moi, je tiens toujours à rappeler qu'il y a des députés de la majorité qui ont fait la prison, notamment Onusumba. Il a purgé sa prison sans qu'il n'y ait de problème. Son ami Mouyambo qui est en prison, il a révélé pendant que nous étions aux concertations nationales des dossiers sales sur Moïse Katumbi. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que bon, il est devenu blanc comme neige et que tout ce que son ami a dit à l'époque n'était qu'un paquet de mensonges. Et donc, nous sommes des humains, nous pouvons faillir à un moment donné, reconnaissons nos faiblesses, demandons probablement pardon à la nation congolaise et allons de l'avant. Ça, c'est de la décrispation. Vous étiez sur le point, un autre point de divergence, les élections. Oui. On sent que l'AMP dit oui, avril 2018, mais il n'y a pas de date précise, ça reste flou. Est-ce qu'on pourrait arriver à un consensus? Ben, d'abord, dire avril 2018, c'est plus ou moins une date. C'est au moins un mois dans lequel ces élections doivent se passer. En même temps, ce que je cru avoir entendu, c'est que nos amis du rassemblement ne sont pas non plus si loin de la date du mois d'avril 2018. Donc, je crois que c'est une question qui ne devrait pas diviser. C'est une affaire des experts. Et je ne crois pas que ce soit la majorité ou l'opposition, nous pouvons nous substituer à notre expert maison, qui est la CENI, qui, avec l'appui de l'OIF, avec l'appui de l'AIFES, avec l'appui des Nations Unies, nous ont tous démontré qu'il n'est pas possible d'organiser des élections avant 2018. Et donc, prenons notre mal en patience. Qu'est-ce qui est le plus important? J'ai entendu un autre des invités dire ici, il faut organiser des bonnes élections, pas des élections où on va encore assister à la mort des Congolais comme c'était le cas en 2006 ou en 2011. Qu'on ne veut pas avoir des élections qui vont nous faire mal à la tête avec des centres de compilation où il y a eu la tricherie, où on doit faire des recours, d'autres sont éjectés par la Cour suprême de justice. C'était quand même une pression énorme que nous avons vécue quand on a été compétiteurs à ces élections-là. Donc nous devons quand même nous dire des bonnes élections valent mieux que des élections précipitées ou des élections à tout prix. Donc la date ou le calendrier, de mon point de vue, est secondaire par rapport à la qualité des élections. On vous l'a rappelé encore ici qu'au Gabon, ils sont encore dans un dialogue ou dans multiples dialogues. Et donc nous estimons que l'important, sincèrement, quand on ne regarde pas ces questions de manière partisane, c'est la qualité des élections. C'est cela le message du chef de l'État. C'est cela la raison fondamentale pour laquelle le chef d'État a convoqué les dialogues. C'était que l'on réfléchisse sur la meilleure manière d'organiser des élections qui soient crédibles, pacifiques et probablement qui coûtent le moins. Et là, c'est pourquoi je soutiens l'accord du 18 octobre qui dit qu'on va coupler les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui avec nos amis du Rassemblement qui disent qu'il faille élection présidentielle, législative nationale simplement. C'est comme s'il est normal qu'on laisse des personnes qui sont en dépassement, alors très largement en dépassement de leur mandat, 4 ans déjà, continuer à gérer le pays, pendant que ceux qui ne sont même pas encore à la fin de leur mandat vont aller directement aux élections. Ça ne me paraît pas quand même un raisonnement cohérent. Je ne sais pas pour quelle raison nos amis du Rassemblement proposent une telle thèse, mais je crois qu'ils vont devoir nous rejoindre pour qu'on organise les 3 élections ensemble, présidentielle, législative nationale et provinciale, de manière à ce qu'on renouvelle toutes les institutions importantes de gestion du pays au même moment. De ce gouvernement honorable, François Nzekouye, 68 postes, bien sûr 67 avec le Premier ministre, de sa mission primordiale, qui est celle d'organiser les élections à temps. Est-ce que, parlons des moyens, ce gouvernement qui semble être budgétivore, un acteur sur ce plateau a même dit bon, il fallait satisfaire l'appétit politique des gens. Est-ce que ce gouvernement sera vraiment au rendez-vous de sa mission? Bon, d'abord, je crois qu'un des succès de ce gouvernement, c'est qu'il est vraiment de large union nationale. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Nous ne pouvons pas, tenant compte de notre culture politique, avoir un gouvernement où on ne retrouve pas les gens de certaines provinces. Ce serait déjà
un point qui risquerait de créer le manque de cohésion nationale. Cohésion nationale, ça c'est vrai. Et donc, 67 ministres, ce n'est pas énorme comme on le pense, parce que le salaire d'un ministre, il est inférieur à celui d'un député national. Oh. Et donc, il faut considérer que si on ne fait pas des cabinets éléphantesques, il y a moyen de s'en sortir et faire en sorte qu'un travail efficace soit fait pendant cette année, en se disant de toutes les façons, la cohésion nationale vaut mieux que les dépenses de l'État. Deuxième chose, c'est que c'est un gouvernement qui prend toutes les sensibilités politiques du pays. On y retrouve des gens, tant de la majorité présidentielle, de l'opposition qui a participé au dialogue, encore que même cette opposition qui a participé au dialogue a des ramifications à l'extérieur. Quand on parle UDPS, c'est UDPS. Quand je vois le ministre de la Santé, c'est les médecins personnels de Tshisekedi. Je vois le vice-ministre des Finances, c'est un proche de Tshisekedi. Donc on peut se dire déjà que même les gens du rassemblement peuvent dire qu'on se retrouve d'une manière ou d'une autre dans ce gouvernement, de manière à ce qu'on puisse s'apaisantir sur d'autres questions, arriver à voir comment on va organiser l'élection, avoir un calendrier, des séquences qui soient correctes, des mesures d'écriptation, de manière à ce qu'on donne encore une nouvelle légitimité aux personnes qui vont être élues dans quelques mois. Je sens que vous évitez vraiment de dire que ce gouvernement est éléphantisque. Vous demandez à ce que les cabinets ne soient pas de très grands cabinets, mais petit raisonnement mathématique, 68 membres dans ce gouvernement, seulement s'il faut 10 personnes dans un cabinet, on est déjà à 680. C'est de trop un peu éléphantisque, budgétivore. Et les membres du cabinet du gouvernement passé étaient de combien? Ça aussi. Voilà, donc, non, je crois que c'est secondaire, de mon point de vue. C'est secondaire. Encore que, bon, on dit on donne quand même un peu plus du travail à quelques chômeurs. C'est pas mauvais non plus. On lutte contre le chômage aussi à travers les cabinets ministériels. Donc, il faut voir les deux côtés, qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais j'estime sincèrement, pour avoir une grande cohésion, pour qu'ensemble, on se contrôle mutuellement, pour qu'on ait organisé des élections dans la paix, je crois que c'était le mieux à faire et le chef d'État l'a fait. Je vais vous donner la parole avant de nous quitter, honorable Nzekouye, sûrement à des amis, cadres du PPRD, des connaissances qui ont été nommés dans ces gouvernements, que vous appelez des larges unions nationales. Un moment de les féliciter, de les encourager. La tâche n'est pas surtout facile. Absolument. Je crois que j'ai beaucoup d'amis dans ce gouvernement. Nombreux on a été dans leur résidence. Ils ont passé pendant que ça tirait dehors, honorable Nzekouye. Je vais taire des noms et des adresses. Ils étaient en train de célébrer champagne. Ils fêtaient. Les coups de balle ne leur disaient absolument rien. Ils sont devenus ministres. Je crois que chaque moment d'élévation dans la vie mérite quand même aussi qu'on les célèbre. Donc, il ne faut pas les plaindre pour cela. Ça vous arriverait, je crois que vous n'auriez pas un autre comportement. Et donc, je crois que tous ceux qui viennent d'être élevés à ces hautes charges de l'État, qui sachent qu'ils sont là pour servir la nation, pour nous produire des élections qui soient crédibles. La tâche va être difficile. Le temps est très court. Attelez-vous au travail. J'en connais nombreux avec qui soit sont des collègues, des amis qui sont au gouvernement, tant de l'opposition comme de la majorité. Je vous souhaite bon vent. Faites-nous du bon travail pour que le Congo puisse sortir gagnant de votre mission qui vous a été confiée par les chefs de l'État. Honorable François Nzekouye, vous êtes cadre du PPRD et cadre de la majorité présidentielle. Merci vraiment d'avoir été des nôtres pour ces analyses sur beaucoup de questions qui font l'actualité. C'est un plaisir d'être encore une fois sur Télé 50. Kinshasa Direct, jusqu'à 21h, heure de Kinshasa. L'info, bien sûr, à chaque heure. La revue de presse, le journal des sports.